Personne n'est venu à ma remise de diplôme, même si je les avais prévenus une semaine avant. J'ai accepté mon diplôme avec mention à côté de sièges familiaux vides. Quelques jours plus tard, maman a exigé $2000 pour le 16e anniversaire de ma sœur. J'ai envoyé $1 avec la mention « Félicitations », changé les serrures et les ai bloquées. Le lendemain matin, les autorités locales ont frappé. Madame, votre famille a déposé un signalement. Je m'appelle Anna Mitchell et j'avais 24 ans lorsque ma famille m'a montré exactement le peu de valeur que ma plus grande réussite avait pour eux. Personne n'est venu à ma remise de diplôme. Même si je le leur avais rappelé plusieurs fois et avais envoyé les derniers détails une semaine plus tôt. J'ai accepté mon diplôme avec mention alors que les sièges réservés à ma famille restaient vides. Autour de moi, les diplômés recevaient des étreintes, étaient photographiés et félicités. Je suis parti, ne portant que mon diplôme et la certitude que leur absence avait été un choix. 3 jours plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un message de ma mère. Elle n'a pas posé de questions sur la cérémonie. Elle ne m'a pas félicité. Elle a exigé $2000 pour la fête du 16e anniversaire de ma sœur cadette et attendait l'argent. Avant la fin de la journée. J'ai regardé fixement le message, ouvert mon application bancaire et viré exactement $1. Dans la note de paiement, j'ai écrit un seul mot, félicitations. Puis j'ai changé les serrures de mon appartement. Bloqué tous les numéros de la famille et placé mon double de clé dans un tiroir fermé à clé. Pour la première fois depuis des années. J'avais fermé toutes les entrées qu'ils utilisaient pour atteindre mon argent et contrôler mes décisions. Le lendemain matin, quelqu'un a frappé à ma porte assez fort pour réveiller tout le couloir. 2 agents des autorités locales se tenaient dehors. Madame, votre famille a déposé un signalement. Ils avaient prétendu que mon comportement était inhabituel et que je pourrais prendre une décision imprudente. J'ai montré aux agents mon programme de remise des diplômes. La demande d'argent et le reçu du serrurier. Avant de partir, l'un d'eux m'a conseillé à voix basse d'examiner mon rapport de crédit et mes relevés bancaires. Cet avertissement a révélé 2 cartes de crédit que je n'avais jamais ouvertes. Des milliers de dollars d'achats que je n'avais jamais faits. Et une signature copiée jointe à quelque chose de bien plus dangereux qu'une fête d'anniversaire. Avant que je vous dise ce que ces agents m'ont aidé à découvrir. Dites-moi quel temps il fait là où vous êtes. Est-ce que cela correspond à votre humeur aujourd'hui? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. La première chose que j'ai trouvée n'était pas une dépense. C'était un schéma. Le nom de ma mère était Linda. Ma sœur cadette s'appelait Sophie. Linda n'a jamais qualifié ce qu'elle faisait de favoritisme. Elle appelait ça savoir qui a besoin de plus. Sophie avait besoin de leçons de danse, de décorations d'anniversaire, de voyages de fin de semaine. De nouveaux vêtements et d'être protégée de toute conséquence. Moi, je devais être compréhensive. Je devais être mature. Je devais arrêter de tout ramener à moi. Cette division a commencé bien avant que je gagne assez d'argent pour que Linda le remarque. Quand j'avais 16 ans. Je travaillais le soir dans une épicerie et j'économisais pour un ordinateur portable d'occasion. 2 jours avant que je prévoie de l'acheter. Linda a dit que la facture d'électricité était en retard. Elle se tenait dans ma chambre, tenant l'avis de coupure. Et m'a dit que les familles survivent parce que quelqu'un se dévoue. Je lui ai donné l'argent. L'électricité n'a jamais été en danger d'être coupée. Je l'ai appris des mois plus tard en trouvant l'avis non ouvert dans un tiroir de cuisine néant. Voyant que la date appartenait à l'année précédente. Je n'ai rien dit. À 18 ans. J'ai utilisé l'argent d'une bourse pour payer mes livres et j'ai pris des services supplémentaires dans un café pour payer mes transports. Linda a commencé à m'envoyer des captures d'écran de factures sans explication. Si je demandais des détails, elle m'accusait d'agir comme une étrangère. Si je payais, elle devenait chaleureuse pendant quelques jours. Elle me qualifiait de responsable, de fiable. De la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance. Cette chaleur n'était jamais gratuite. C'était un reçu. Sophie a grandi dans le même système, mais du côté opposé. Elle n'était pas cruelle par nature. Elle a été entraînée à croire que les ressources familiales apparaissaient quand elle voulait.
quelque chose et que je faisais partie de ses ressources. Linda faisait passer chaque sacrifice pour volontaire après coup. Elle disait à Sophie que j'aimais aider. Elle disait aux membres de la famille que j'insistais pour contribuer. Elle me disait que Sophie souffrirait si je devenais égoïste. Au moment où je suis entré dans ma dernière année d'université, j'avais payé des réparations de voitures, des factures de services publics, des courses. Un acompte de vacances annulé. 3 mois de leçons de piano de Sophie et une partie d'une facture médicale que Linda a admis plus tard avoir déjà été remboursée par l'assurance. Je tenais une feuille de calcul parce que je voulais croire que les chiffres pouvaient me protéger de la confusion. Le total a dépassé 23 000 $ avant que j'arrête de l'alimenter. Pourtant, je les ai invités à la remise des diplômes. J'ai envoyé la date 6 semaines à l'avance, puis 3 semaines, puis 1 semaine. Linda a répondu avec un pouce levé. Sophie a envoyé un cœur. J'ai acheté 4 billets pour des sièges réservés parce que je voulais laisser de la place à la possibilité que ma famille puisse devenir la famille que je n'arrêtais pas de défendre. Le matin de la remise des diplômes, Linda a envoyé un texto disant que Sophie avait un rendez-vous de dernière minute lié à son 16e anniversaire. Elle a écrit « On se rattrapera ». La cérémonie a commencé avant que je puisse répondre. J'ai traversé la scène, accepté mon diplôme avec mention et entendu des inconnus applaudir plus fort que quiconque me connaissait. 3 jours plus tard, Linda a exigé 2 000 $ pour la même célébration d'anniversaire qui avait remplacé ma remise de diplôme. C'est pourquoi j'ai envoyé $1. Ce n'était pas une blague. C'était la valeur exacte des félicitations que j'avais reçues d'eux. Changer les serrures n'était pas non plus un acte dramatique. Linda avait gardé un double de ma clé pour les urgences. Bien que ces urgences consistaient généralement à entrer dans mon appartement pendant que j'étais au travail, à emprunter des appareils, à récupérer des colis ou à chercher des documents qu'elle prétendait avoir égarés. Je l'avais toléré parce que chaque limite devenait une crise familiale. Cette nuit-là, j'ai cessé de négocier avec la crise. Le lendemain matin, lorsque les autorités sont arrivées, le plan de Linda était simple. Si elle pouvait faire passer mon refus pour de l'instabilité, alors mon indépendance pourrait être traitée comme un symptôme. Les agents étaient censés me pousser à la plaie. Au lieu de cela, l'un d'eux m'a averti d'examiner ma vie financière. J'ai consulté mon rapport de crédit et j'ai vu des comptes que je ne reconnaissais pas. Le plus ancien avait été ouvert 14 mois plus tôt. Le second, 4 mois après. Les deux utilisaient mon nom légal complet, mon numéro de sécurité sociale, mon ancienne adresse et mes informations d'emploi. Les deux relevés avaient été redirigés vers une adresse électronique qui différait de la mienne. D'une seule lettre. Les soldes s'élevaient à 31 846 $. Les transactions racontaient une histoire que Linda n'avait jamais eu l'intention que je lise. Un hôtel sur la côte, un sac à main de luxe. Des notes de restaurant assez élevées pour couvrir mes courses mensuelles. Des frais de scolarité pour le piano, des acomptes pour la fête, une robe sur mesure. Un photographe, un traiteur. Le 16e anniversaire n'avait pas commencé avec la demande de 2 000 $. Linda l'avait déjà construit sous mon nom. J'ai imprimé le rapport et l'ai placé à côté de mon diplôme. Un document prouvait qui j'avais travaillé pour devenir. L'autre prouvait ce que ma famille croyait que je valais. Je n'ai pas appelé Linda cette nuit-là. J'ai appelé les services de sécurité indiqués sur les 2 rapports de crédit. J'ai gelé mon crédit, changé tous mes mots de passe, téléchargé tous les relevés et noté le nom, l'heure et le numéro de référence de chaque conversation. La panique voulait que j'agisse vite et fort. Les preuves exigeaient que j'agisse lentement et précisément. La première banque a confirmé que la demande avait été soumise en ligne depuis une adresse connectée au domicile de Linda. La seconde a refusé de divulguer des détails jusqu'à ce que je dépose une déclaration d'usurpation d'identité. Mais le représentant m'a dit quelque chose d'utile. Le compte mentionnait un utilisateur autorisé dont les initiales correspondaient à celles de Sophie. J'ai regardé ces initiales pendant un long moment. Je ne savais pas si Sophie comprenait ce que Linda avait fait. À 16 ans, elle était assez âgée pour remarquer une carte de crédit à mon nom.
mais assez jeune pour croire n'importe quelle explication que Linda lui donnait. J'ai décidé de ne pas l'accuser avant d'avoir des faits. Le lendemain matin, je me suis rendu à la banque qui gérait le prêt hypothécaire de notre maison familiale. La maison avait appartenu à ma grand-mère. À sa mort, elle a laissé 75% à Linda et 25% à moi. Je n'y avais jamais vécu en tant que propriétaire. Linda m'a dit que le titre de propriété partagé était une formalité juridique et que ma part n'importerait que si la maison était vendue. Je l'ai cru parce que j'avais 19 ans. J'étais en deuil et j'essayais de terminer ma première année d'université. Un agent de crédit m'a fait entrer dans un bureau privé après que j'ai expliqué que mon identité avait pu être utilisée sans ma permission. Il a examiné le dossier de la propriété, puis a demandé si je me souvenais avoir signé une ligne de crédit sur valeur domiciliaire 18 mois plus tôt. Ce n'était pas le cas. La demande incluait mon nom en tant que copropriétaire, mes revenus et une signature numérisée. La signature était assez soignée pour survivre à un examen rapide et assez fausse pour me nouer l'estomac. Je barre toujours le deuxième T de Mitchell d'un seul long trait. La fausse version barrait chaque lettre séparément. Linda avait copié mon nom, pas mes habitudes. La ligne de crédit avait commencé à 40 000 $. Plus de 36 000 $ avaient déjà été retirés. Les paiements étaient en retard. La maison était la garantie. Cette découverte a changé l'échelle de tout. Linda n'avait pas seulement utilisé mon crédit pour acheter des choses. Elle avait attaché mon nom à une dette garantie par une propriété que je possédais légalement. Si le prêt faisait défaut, je pourrais perdre ma part de la maison et faire face à des années de crédit endommagé. Elle avait transformé mon héritage en un autre compte qu'elle pouvait vider. L'agent de crédit a placé une suspension de sécurité sur le dossier et m'a donné des copies de la demande. Le numéro de contact appartenait à Linda. L'adresse électronique était la même quasi-copie utilisée pour les cartes de crédit. La pièce d'identité téléchargée était un ancien scan de mon permis de conduire. Celui que j'avais remplacé après que Linda a prétendu qu'il avait disparu lors d'une visite à la maison. Je me souvenais clairement de ce jour. Elle m'avait aidé à chercher dans la cuisine, la voiture et mon ancienne chambre. Elle avait semblé inquiète. Elle avait même payé les frais de remplacement et avait appelé cela la preuve qu'elle prendrait toujours soin de moi. À midi, j'avais assez de documents pour cesser de qualifier la situation de conflit familial. Je suis allé au poste de police local et j'ai déposé un rapport d'usurpation d'identité. L'agent qui a pris ma déposition n'était pas l'un des hommes qui avait visité mon appartement. Mais il a trouvé le rapport de vérification de bien-être dans le système. Linda avait dit au répartiteur que j'étais devenu paranoïaque à propos de l'argent. Que j'avais accusé des parents de vol et que je pourrais détruire des documents importants. Ces mots avaient été conçus à l'avance. Si je découvrais la tromperie financière. Elle voulait que ma découverte ressemble à une dépression nerveuse. L'agent a ajouté le rapport au dossier de l'affaire. Mon appel suivant a été pour une avocate nommée Maya Chen, spécialisée dans la tromperie financière et la manipulation financière. Lors de notre première consultation, elle ne m'a pas demandé pourquoi j'avais fait confiance à ma mère. Elle ne m'a pas dit que les affaires familiales étaient compliquées. Elle a regardé la chronologie et a dit que le comportement de Linda montrait de la planification, de la dissimulation et une escalade. Maya a divisé mes prochaines étapes en 3 volets. Les banques enquêteraient sur les comptes non autorisés. Les autorités et le représentant de l'État décideraient de poursuivre ou non des accusations officielles. Nous protégerions mes intérêts de propriété et chercherions à obtenir une restitution par une action civile. Elle m'a également dit de ne pas confronter Linda seule, de ne pas l'avertir de chaque élément de preuve et de ne supprimer aucun message. Ce conseil est arrivé 1 heure trop tard. Linda avait déjà envoyé 12 textos depuis un nouveau numéro. Les messages passaient de l'inquiétude à l'accusation sans pause. Elle a dit que les autorités l'avaient effrayée. Elle a dit que j'avais humilié la famille. Elle a dit que les fournisseurs de la fête de Sophie avaient besoin des paiements finaux. Puis elle a écrit que la maison lui appartenait de toutes les manières importantes et que je n'avais aucun droit d'interférer. J'ai sauvegardé chaque message.
Au bas du fil de discussion, une phrase est apparue 2 fois. Retrouve-moi avant de ruiner quelque chose que tu ne comprends pas. J'ai montré les messages à Maya. Elle a recommandé un lieu public. Une confirmation écrite et un enregistrement fait en informant clairement toutes les personnes présentes. J'ai accepté. J'ai choisi le café où j'avais autrefois travaillé des services doubles pour payer les factures de Linda. Cela semblait approprié. Pendant des années, j'avais transporté des assiettes d'une table à l'autre pendant que ma propre famille consommait tout ce que je gagnais. Cette fois, ce serait moi qui mettrais quelque chose sur la table. Linda est arrivée avec 11 minutes de retard, accompagnée de Sophie. Je m'y attendais. Linda entrait rarement dans une confrontation sans un public qu'elle pouvait influencer. Sophie portait la robe d'anniversaire sur mesure du relevé de carte de crédit sous un long manteau. Comme si elle venait directement d'un essayage. Elle avait l'air mal à l'aise mais pas surprise de me voir. Je me suis levé quand elles sont arrivées à la table et je leur ai dit que la conversation serait enregistrée. Linda a levé les yeux au ciel et a dit que je faisais du théâtre. J'ai placé mon téléphone au centre, démarré l'enregistrement et énoncé la date. Le lieu et les noms de toutes les personnes présentes. La simple formalité a changé sa posture. Les gens comme Linda étaient puissants lorsque la réalité restait informelle. J'ai fait glisser le premier dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient les 2 demandes de carte de crédit, les relevés. Les confirmations de livraison et les captures d'écran montrant que les avis de compte avaient été acheminés vers l'adresse électronique modifiée. Linda a feuilleté les pages rapidement, feignant l'impatience là où je pouvais voir de la peur. Elle a dit qu'elle avait ouvert les cartes pour une flexibilité domestique. Elle a dit qu'elle avait l'intention de les payer. Elle a dit que l'utilisation de mes informations n'était pas différente des fois où j'avais aidé. Volontairement. Je lui ai dit que l'aide volontaire nécessitait une connaissance et un consentement. Elle s'est penchée en arrière et m'a accusé d'abandonner Sophie avant un anniversaire important. Sophie a regardé le dossier et n'a rien dit. Linda a continué à parler pour elle. Expliquant que les acomptes de la fête n'étaient pas remboursables et que l'annulation maintenant embarrasserait toute la famille. J'ai ouvert le 2e dossier. La demande de ligne de crédit sur valeur domiciliaire copiée était sur le dessus. Pour la première fois, Linda s'est tue. J'ai montré la signature, le solde du prêt et la suspension de sécurité. J'ai expliqué que la banque avait déjà conservé les données de la demande et que le rapport officiel avait été déposé. Le visage de Linda a perdu ses couleurs. Sophie s'est tournée vers elle si rapidement que la chaise a raclé le sol. Linda s'est ressaisie en changeant de cible. Elle a dit à Sophie que j'essayais de leur prendre leur maison. Elle a dit que j'avais toujours été jalouse de l'attention que Sophie recevait. Elle a décrit le prêt comme une solution temporaire rendue nécessaire par mon refus de contribuer de manière constante. J'avais entendu des versions de ce discours pendant des années. Cette fois, les documents restaient entre nous comme un mur. J'ai dit à Sophie que je n'avais pas demandé à la banque de prendre la maison. Linda avait mis en gage une maison en copropriété en copiant ma signature. Puis avait manqué des paiements. Les conséquences appartenaient à la personne qui avait créé la dette. Sophie a finalement parlé. Elle a dit que Linda lui avait dit que les cartes étaient des comptes familiaux et que mon nom apparaissait parce que j'avais le meilleur crédit. Elle a admis qu'elle avait utilisé une carte 2 fois après que Linda la lui ait donnée. Une fois pour des chaussures et une fois pour un acompte de salon. Elle a dit qu'elle croyait que j'avais accepté. Linda l'a interrompu et lui a dit d'arrêter. Cette interruption importait plus que n'importe quel déni. Elle révélait la hiérarchie à la table. Linda ne protégeait pas Sophie. Elle contrôlait la quantité de vérité que Sophie était autorisée à dire. J'ai demandé à Sophie de me montrer la carte. Sa main s'est dirigée vers son sac à main avant que Linda n'attrape la sangle et ne le tire plus près d'elle. Le geste était petit, rapide et complètement instinctif. Sophie a regardé la main de sa mère, puis moi. J'ai dit à Linda de lâcher. Elle a lâché le sac à main mais a immédiatement tendu la main vers les dossiers. J'ai posé ma main dessus en premier. Elle a tiré plus fort, déchirant l'une des pochettes en plastique et éparpillant plusieurs relevés sur le sol.
Les gens aux tables voisines se sont tournés vers nous. Linda a sifflé que je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Elle a dit que les banques faisaient des erreurs. Que les avocats exagéraient et que les autorités perdaient tout intérêt. Puis elle a baissé la voix et m'a dit que le sang importerait toujours plus que les papiers. J'ai ramassé les pages lentement. J'avais passé toute ma vie à me précipiter pour réparer tout ce que Linda endommageait. Refuser de me précipiter la déstabilisait plus que des cris ne l'auraient fait. Je lui ai dit que les cartes étaient gelées. Le prêt immobilier était sous enquête et les prêteurs avaient des copies du rapport officiel. Je lui ai également dit que Maya enverrait un avis de conservation cet après-midi empêchant la vente. Le transfert, la destruction ou la dissimulation de documents liés au compte contesté. Linda a ri une fois, mais il n'y avait aucune confiance dans son rire. Elle a dit que je n'emmènerais jamais ma propre mère au tribunal. Je lui ai dit que je l'avais déjà fait. Sophie a couvert sa bouche. Linda a regardé vers l'entrée du café comme si elle attendait que quelqu'un la sauve de la phrase. Puis elle a essayé une dernière version d'elle-même. Ses épaules se sont affaissées, sa voix s'est adoucie. Elle a dit qu'elle avait été sous pression. Qu'élever 2 filles seules avait exigé des choix impossibles. Et que chaque dollar avait été consacré à la famille. Elle m'a dit que je la punissais pour avoir manqué une cérémonie. J'ai placé une feuille de synthèse devant elle. Elle listait 31 040 $ de solde de carte. 36 200 $ tirés de la ligne de crédit sur valeur domiciliaire. 4 800 $ de frais et intérêts contestés, et mes frais de justice estimés. Près de 73 000 $ se trouvaient entre nous. Une seule cérémonie n'avait pas créé ce nombre. Des années de sentiments de dû l'avaient fait. Je me suis levé. J'ai pris les 2 dossiers et j'ai dit à Sophie que les coordonnées de Maya se trouvaient sur la dernière page. Elle pouvait parler en privé et dire la vérité sans la présence de Linda. Linda a appelé mon nom alors que je m'éloignais, non pas avec affection, mais avec l'ordre sec qu'elle utilisait lorsqu'un paiement était en retard. Je ne me suis pas retourné. Ce soir-là, Sophie a envoyé 3 photographies à Maya. L'une montrait la carte de crédit dans le portefeuille de Linda. L'une montrait du courrier bancaire non ouvert qui m'était adressé à la maison de Linda. La dernière montrait une liste manuscrite de dépenses de fête avec carte ANA écrit à côté de 6 articles. Linda avait amené Sophie au café comme bouclier. Elle est partie en ayant créé un témoin. Linda n'a pas annulé le 16e anniversaire. Elle a redoublé d'efforts. Pendant les 10 jours suivants, elle a publié des photos de comptes à rebours. Des aperçus de fournisseurs et des légendes sur le fait de donner à Sophie la célébration qu'elle méritait. Les parents qui avaient ignoré ma remise de diplôme ont partagé les publications et ont loué Linda pour son dévouement. Aucun d'entre eux ne savait que la robe, la compte du traiteur, le photographe et les améliorations du lieu étaient liés à des comptes ouverts à mon nom. Maya m'a conseillé de ne pas répondre publiquement. Nous avons déposé la plainte civile. Demandé une ordonnance d'urgence protégeant ma part de la maison et remis les preuves à l'enquêteur chargé de l'affaire d'usurpation d'identité. Les banques ont confirmé que les 2 demandes de carte de crédit provenaient de la connexion Internet du domicile de Linda. Les registres de livraison ont montré que des cartes de remplacement avaient été signées à son adresse. Le prêteur de la ligne de crédit sur valeur domiciliaire a produit un appel de vérification enregistré dans lequel une femme prétendait être moi. La voix était celle de Linda. Elle avait baissé son ton et parlé avec soin. Mais elle a utilisé une phrase qui lui appartenait entièrement. Lorsque le représentant a posé des questions sur le but du prêt, elle a répondu que c'était pour une flexibilité domestique. C'étaient les mêmes mots qu'elle avait utilisés au café. L'enquêteur m'a demandé d'identifier la voix. Je l'ai fait. Sophie aussi. 2 jours avant la fête, Linda a reçu la plainte civile. Elle a immédiatement appelé à nouveau les autorités et a allégué que j'avais volé des dossiers familiaux, menacé de mettre Sophie à la rue et manipulé une adolescente vulnérable. Cette fois, le signalement n'a pas produit de vérification de bien-être. Il est devenu une partie des preuves montrant des représailles. Ensuite, Linda a essayé de déplacer la maison. Un agent immobilier m'a contacté après avoir découvert mon nom sur le titre de propriété.
Linda avait tenté de mettre la propriété en vente privée rapide et prétendait que je l'avais approuvé verbalement. L'agent a refusé de procéder sans ma signature. Maya a obtenu une ordonnance restrictive temporaire empêchant tout transfert jusqu'à ce que les réclamations de propriété et de compte non autorisés soient résolues. Linda avait passé des années à m'apprendre que les conséquences étaient cruelles lorsqu'elles s'appliquaient à elle. L'ordonnance du tribunal a traduit ma limite dans un langage qu'elle ne pouvait pas interrompre. L'après-midi de la fête, Sophie m'a appelé depuis une salle de bain verrouillée du lieu de réception loué. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. Linda avait pris le téléphone de Sophie plus tôt et supprimé les messages avec Maya. Elle avait également demandé à Sophie de dire aux enquêteurs que j'avais approuvé les cartes de crédit et que j'avais changé d'avis plus tard. Sophie a dit qu'elle ne le ferait pas. Je lui ai dit de quitter le lieu avec un adulte de confiance et d'aller au bureau de Maya. Je ne lui ai pas demandé de choisir entre nous. Je lui ai dit de choisir la vérité. 1 heure plus tard, Sophie est arrivée au bureau de Maya avec un sac fourre-tout contenant du courrier bancaire, la carte de crédit restante, un carnet de dépenses et un petit enregistreur numérique que Linda utilisait pour les réunions avec ses clients d'assurance. Sur cet enregistreur se trouvait une conversation récente entre Linda et un parent. Linda y admettait qu'elle avait copié ma signature. Disait que je finirais par me calmer et expliquait qu'aucun représentant de l'État ne voudrait détruire une famille pour de l'argent. L'enquêteur a écouté le fichier ce soir-là. La fête a commencé à 19h. À 19h20. Un huissier est entré dans la salle et a remis à Linda l'action en justice de la banque. La plainte civile modifiée et l'ordonnance gelant tout produit lié à la maison. Les invités l'ont regardé lire la première page. Son sourire a disparu avant que le photographe ne puisse baisser son appareil. À 19h40. Le directeur de la salle a informé que la méthode de paiement finale avait été refusée car le compte était gelé. Le traiteur a arrêté le service. Le photographe a refusé de livrer les images sans paiement. Les parents qui avaient loué la célébration ont commencé à demander quelle carte avait échoué. À 20h10, 2 enquêteurs sont arrivés avec un mandat de perquisition officiel pour collecter des dossiers financiers et des appareils électroniques au domicile de Linda. Ils ne l'ont pas escortée hors de la fête, mais ils ont expliqué qu'elle devait rester disponible et ne devait pas détruire de preuves. L'annonce s'est propagée dans la salle plus rapidement que n'importe quelle publication sur les réseaux sociaux. Linda m'a montré du doigt même si je n'étais pas là. Sophie m'a dit plus tard que sa mère avait dit que j'avais planifié l'humiliation. C'était le dernier mensonge que Linda pouvait vendre sans résistance. Sophie s'est tenue devant les parents. Leur a dit que les comptes étaient à mon nom et a dit que Linda lui avait ordonné de mentir aux enquêteurs. La salle n'a pas éclaté. Elle est devenue silencieuse. Le silence avait toujours protégé Linda quand il m'appartenait. Cette nuit-là, le silence s'est retourné contre elle. Sophie est partie avec notre tante. Elle n'a pris qu'un sac à dos, son ordinateur portable d'école et la robe qu'elle ne voulait plus porter. Linda l'a traitée d'ingrate. Sophie n'a pas répondu. Les enquêteurs ont exécuté le mandat de perquisition officiel à la maison après la fermeture du lieu. Ils ont récupéré des copies de ma pièce d'identité, des feuilles de pratique de signature vierge, de la correspondance bancaire et un dossier étiqueté AM. À l'intérieur se trouvaient des offres de crédit, mes anciens formulaires d'impôt et des notes sur mon salaire. La preuve la plus accablante n'était pas cachée. Elle était organisée. Linda avait traité le vol comme une administration domestique. À 6h14 le lendemain matin, elle m'a envoyé un message depuis un autre nouveau numéro. Tu as détruit l'anniversaire de ta sœur et cette famille. Je l'ai transféré à Maya et à l'enquêteur. Puis j'ai bloqué le numéro pour la première fois. Linda ne pouvait pas transformer les conséquences en une autre demande de paiement. Les cartes étaient gelées. La maison était protégée par une ordonnance du tribunal. Sophie ne répétait plus son script. Les parents avaient vu les papiers légaux de leurs propres yeux. Son pouvoir avait dépendu du contrôle de l'histoire. Maintenant, l'histoire avait des témoins. L'affaire officielle a progressé plus rapidement après la perquisition.
L'avocat de Linda a d'abord décrit les preuves comme un malentendu créé par des finances familiales informelles. Cet argument s'est effondré lorsque le représentant de l'État a joué l'appel de vérification enregistré, a montré les feuilles de pratique de signature et a fait correspondre l'adresse électronique modifiée aux appareils de Linda. Les 2 cartes de crédit n'étaient pas des accidents. La demande de ligne de crédit sur valeur domiciliaire n'était pas une confusion. Les faux rapports officiels n'étaient pas de l'inquiétude. C'étaient des parties du même plan, utiliser mon identité, dissimuler la dette et me discréditer si je m'y opposais. L'affaire civile a d'abord établi les dommages financiers. Le tribunal a ordonné que les soldes des cartes soient retirés de ma responsabilité et a ordonné à Linda de rembourser les intérêts contestés, les frais de réparation de crédit et les frais de justice. Ma part de la maison est restée protégée. Mais la dette sous-jacente de la ligne de crédit sur valeur domiciliaire n'a pas disparu. Linda avait dépensé la plupart de l'argent emprunté et manquait suffisamment de paiement pour ne pas pouvoir mettre le prêt à jour. Elle a essayé de refinancer à son nom seul. Tous les prêteurs ont refusé. Elle a essayé d'emprunter à des parents. Les mêmes personnes qui m'avaient autrefois dit d'aider la famille disaient maintenant qu'elles ne pouvaient pas s'impliquer. Elle a demandé à Sophie de retirer sa déclaration. Sophie a refusé et a déménagé de façon permanente chez notre tante. La maison a finalement été vendue sous contrôle judiciaire, après que le prêt hypothécaire légitime, le solde impayé de la ligne de crédit sur valeur domiciliaire, les pénalités et les frais de vente aient été payés, il restait peu de capitaux propres. Ma part protégée est allée directement dans un compte séparé contrôlé par le règlement. Linda a reçu moins que ce à quoi elle s'attendait et pas assez pour acheter une autre maison. Elle a déménagé dans un appartement d'une chambre en location de l'autre côté de la ville. La perte de la maison n'est pas arrivée parce que j'étais vindicative. C'est arrivé parce qu'elle avait emprunté sur une propriété avec une signature copiée, dépensé l'argent et omis de le rembourser. Son travail a disparu ensuite. Linda vendait des assurances. Un poste basé sur l'accès à des informations financières privées et l'apparence de fiabilité. Son employeur l'a mise en congé après avoir appris les accusations. Lorsque l'enquête interne a révélé qu'elle avait imprimé certains de mes documents archivés en utilisant l'équipement de bureau, ils l'ont licenciée. Le Conseil de l'ordre de l'État a suspendu sa licence en attendant l'issue juridique. La femme qui avait utilisé le professionnalisme comme un costume ne pouvait plus gagner d'argent. Grâce à la confiance des autres. Les conséquences sociales ont suivi sans mon aide. Les parents ont cessé de l'inviter à des rassemblements parce que chaque conversation devenait une demande de loyauté. Les amis de son groupe communautaire ont appris que la fête annulée avait été financée par des comptes non autorisés. Certains m'ont envoyé des excuses privées. Je n'ai accepté aucune qui blâmait le stress de Linda ou me demandait de restaurer la paix. La paix n'avait jamais manqué. C'était la responsabilité qui manquait. 6 mois après ma remise de diplôme, Linda a accepté un accord de plaidoyer. Elle a reconnu sa culpabilité pour usurpation d'identité, utilisation non autorisée de crédit et fausse déclaration liée à la demande de prêt. Le juge a imposé une conséquence légale de 18 mois. Avec sursis à la condition qu'elle accomplisse 3 ans de surveillance judiciaire. Effectue des travaux d'intérêt général. Reçoivent un traitement de conseil financier et paient une restitution. Toute violation pourrait activer la peine. L'ordonnance de restitution couvrait 31 800 $ de dette de carte, 4 800 $ de frais et intérêts. 9 600 $ de frais de justice et de réparation de crédit. Et un montant supplémentaire lié aux pertes du prêt frauduleux. Il lui était également interdit d'ouvrir des comptes pour quiconque, de me contacter directement ou d'entrer dans mon appartement ou sur mon lieu de travail. Lors de la condamnation, Linda portait la même expression qu'elle avait utilisée tout au long de mon enfance chaque fois qu'elle voulait que je la sauve d'une conséquence. Elle avait l'air petite, épuisée et offensée que la salle ne se soit pas réorganisée autour de sa douleur. Son avocat a parlé de difficultés. Le représentant de l'État a parlé de planification. Sophie a soumis une déclaration écrite décrivant comment Linda avait utilisé la culpabilité, le secret et l'argent pour nous contrôler toutes les deux.
J'ai lu ma propre déclaration à voix haute. Je n'ai pas décrit des sièges vides. J'ai décrit des années volées. J'ai expliqué comment la manipulation financière remodèle la compréhension de l'amour d'une personne. Jusqu'à ce que chaque acte de soin ressemble à une facture qui arrivera plus tard. J'ai expliqué que Linda n'avait pas seulement pris de l'argent. Elle avait essayé de prendre ma crédibilité à l'avance en me signalant comme instable. Elle avait préparé une cage et s'attendait à ce que je l'appelle famille. Quand j'ai eu fini, Linda a murmuré mon nom. Je suis retourné à mon siège. Le juge m'a demandé si je souhaitais m'adresser à elle. J'ai dit non. Ce refus était la dernière limite. Linda avait toujours dépendu d'obtenir une conversation de plus, une explication de plus. Une chance de plus de convertir ma douleur en sa défense. Le tribunal avait entendu les preuves. Je n'avais plus besoin de son accord. À l'extérieur du palais de justice, Sophie se tenait à côté de moi. Elle ne m'a pas demandé de pardonner à Linda. Elle a dit qu'elle était désolée pour chaque fois qu'elle avait accepté quelque chose sans demander. Qui l'avait payé? Je lui ai dit que le remords n'importerait que s'il changeait sa façon de vivre. Elle a hoché la tête. Nous ne sommes pas devenus proches du jour au lendemain. Nous avons commencé avec une distance honnête. La première année après la condamnation n'a pas été paisible comme les gens décrivent la liberté. Elle a été administrative. J'ai contesté des dossiers, surveillé des rapports, répondu aux enquêteurs. Reconstruit mes économies et ouvert un coffre à documents verrouillés auquel aucun parent ne pouvait accéder. Chaque tâche financière ordinaire portait le souvenir de ce que Linda avait fait. Une enveloppe de banque pouvait me serrer la poitrine. Un numéro inconnu pouvait interrompre ma concentration. La guérison n'a pas été un lever de soleil. C'était une répétition avec de meilleurs résultats. Pourtant, les chiffres ont changé. Les comptes non autorisés ont disparu de mon rapport. Mon score de crédit s'est redressé. Les paiements de restitution ont commencé à arriver en petits montants mensuels par l'intermédiaire du tribunal. Il n'était pas suffisant pour remplacer ce qui avait été pris. Mais chacun portait une signification que Linda ne pouvait pas réécrire. L'argent n'était pas un cadeau, un soutien ou une contribution familiale. C'était un remboursement ordonné parce que la dette était la sienne. J'ai gardé mon diplôme avec mention au-dessus de mon bureau. À côté. J'ai encadré le premier rapport de crédit propre que j'ai reçu après la résolution des litiges. Ce choix a fait rire certaines personnes quand je leur en ai parlé. Elles ne comprenaient pas que cette seule page représentait un avenir rendu à sa propriétaire. Légitime. Sophie est restée avec notre tante, a terminé l'école et a pris un emploi à temps partiel. Elle a remboursé les 2 achats qu'elle avait faits sur la carte. Même si le tribunal ne l'avait pas exigé. Nous nous sommes rencontrés occasionnellement dans des lieux publics. Nous n'avons pas prétendu que notre relation était sortie indemne. La confiance se construisait maintenant par des preuves. Des actions cohérentes, des limites claires et aucune transaction secrète déguisée en amour. Linda a envoyé des messages par l'intermédiaire de parents jusqu'à ce que la condition de non-contact soit appliquée. Les premiers messages étaient en colère. Les derniers étaient des excuses. Le dernier disait qu'elle avait besoin d'aide pour payer un acompte sur un nouvel appartement. Je n'ai pas répondu. Ce silence n'était pas de la cruauté. C'était la fin d'un contrat que je n'avais jamais accepté de signer. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un programme local de soutien contre les abus financiers. Puis à prendre la parole lors d'ateliers pour jeunes adultes. J'ai appris aux gens à geler leur crédit, à examiner des rapports complets, à protéger leurs documents d'identité, à remettre en question les documents de propriété partagés et à reconnaître la culpabilité utilisée comme système de paiement. Je ne me suis jamais présenté comme intrépide. Je leur ai dit que j'avais eu peur à chaque étape importante. Le courage était simplement devenu plus cher à éviter. Un soir, après un atelier, une femme a attendu que la salle se vide. Elle a dit que sa famille l'a traitée d'égoïste chaque fois qu'elle demandait où allait son argent. Elle avait cru que cette confusion était la preuve qu'elle était ingrate. Je lui ai donné une fiche de ressources et j'ai vu la reconnaissance remplacer la honte. Ce moment a donné à l'histoire une conséquence que Linda n'avait jamais prévue.
Elle avait utilisé mon silence pour construire son pouvoir. J'ai utilisé la vérité pour démanteler le sien. 1 an après la remise de diplôme qu'elle a manqué. Je suis retourné sur le campus pour un événement d'anciens élèves. Je suis passé devant l'auditorium sans y entrer. Je n'avais pas besoin de me réapproprier la cérémonie ou d'imaginer des personnes différentes sur ces sièges. La femme qui avait traversé cette scène n'attendait plus que sa famille confirme qu'elle comptait. Je m'appelle Anna Mitchell. Je ne suis pas un guichet automatique. Je ne suis pas un plan de secours. Je ne suis pas la fille instable d'un faux rapport officiel. Je suis la propriétaire de mon travail, de mon crédit, de ma maison, de ma voix et de chaque décision future attachée à mon nom. Ma famille a manqué ma remise de diplôme et a exigé $2000 pour un anniversaire. J'ai refusé. Ils ont essayé de me punir pour avoir fermé le compte qu'ils pensaient que j'étais. Au lieu de cela, je leur ai fait payer le solde complet. Merci d'avoir suivi ce voyage du début à la fin. Tout dans cette vidéo est fait uniquement pour le divertissement, l'éducation et la réflexion. Nous espérons vous rappeler qu'être blessé par quelqu'un de proche ne signifie pas que vous êtes faible. Le fait de se soucier signifie que votre cœur était sincère. Et votre sagesse doit devenir assez forte pour mieux protéger cette sincérité.